Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons un cadre exceptionnel, celui du musée de l'air et de l'espace, et nous vous proposons un contenu assez unique et exceptionnel pour moi. C'est un moment de partage entre mon père, pilote de Mirage 3, Mirage 4, Falcon, Airbus A330, et moi qui ai plus ou moins essayé de suivre ses traces. Ça se passe tout là-bas, à côté du Mirage 4, et c'est tout de suite. Eh bien, bonjour à tous. Vous l'avez sûrement remarqué, aujourd'hui, nous sommes à côté du Mirage 4A. Alors, le Mirage 4A, qu'est-ce que c'est? C'est le premier vrai bombardier de dissuasion nucléaire de l'armée française. Si vous regardez en dessous de l'avion, vous voyez cette espèce d'énorme masse blanche. Eh bien, c'est l'arme nucléaire. Il y avait différentes versions. Eh bien, c'est grâce à cela que la France était prête à répondre par le feu nucléaire en cas de souci lors de la guerre froide. Ce que je vous propose, eh bien, c'est d'étudier un petit peu cet avion et de commencer par un tour avion riche en anecdotes avec un pilote qui a plus de 500 heures sur ce type, qui était basé à Cazaux dans les années 80 et qui s'appelle Max Chuet. Il s'agit de mon papa que nous allons rejoindre de suite. Du coup, on se retrouve devant un Mirage 4A. Tu as pas mal d'heures sur type, on disait à peu près 500 heures. Est-ce que tu pourrais nous faire découvrir un petit peu cet avion et surtout les anecdotes? C'est ça qu'on adore dans l'aviation. À un moment, trouver des anecdotes, le temps de faire le tour de l'avion. Et puis, la première chose qu'il faut découvrir quand on voit un Mirage 4, c'est que c'est pas exactement 2 fois un Mirage 3, mais pour ainsi dire, 3 fois le poids. C'est un appareil qui fait 33 tonnes et qui transporte quand même la moitié de son poids en pétrole, c'est-à-dire de l'ordre de 15-16 tonnes de pétrole. Alors quand on parle pétrole, on va partir de la pointe avant, et la pointe avant, on se retrouve non pas avec une pointe pitot, mais la perche de ravitaillement. Alors c'est un des premiers avions ravitaillables de l'armée de l'air, qui était ravitaillé par des C-135F, environ 11 C-135F, et qui lui permettait une autonomie. Certains vols ont été jusqu'à plus de 11 heures. Ah, donc des vols longs, et en termes de masse, 33 tonnes, on est sur 50% de plus qu'un Rafale. Et en termes de pétrole, tu parles d'une quinzaine de tonnes de pétrole, c'est quasiment le double de ce qu'on emporte en interne dans un Rafale. Donc voilà, c'est du gros chasseur. Voilà, on peut dire que c'est un des plus gros, on va mettre entre guillemets, chasseurs de l'armée française qui a été conçu. Alors bien entendu, tu parlais Rafale. Rafale, il y a monoplace et biplace. Celui-là, bien entendu, c'est un biplace avec un pilote et bien entendu le navigateur derrière. Alors si tu veux, on peut continuer le long de l'appareil. Les pilotes classiques, rien d'extraordinaire. Quelques antennes, mais la première chose qu'on remarque, c'est ce périscope inversé qu'on voit ici et qui s'appelle un dispositif optique associé. C'était un système de recalage pour le navigateur. C'est un périscope en fait, et le navigateur peut voir le sol tout simplement ou devant l'avion à travers ce fameux DOA. C'est fait partie de son système de recalage de navigation, parce qu'évidemment à l'époque, pas de GPS. C'était un gros système qui fonctionnait, bien entendu, avec les AR, comme on disait, c'est-à-dire avec la vitesse de l'avion, la dérive. Tout ça a été calculé par un radar Doppler, donc 4 antennes radar qui donnaient la dérive et la vitesse propre de l'avion. Et pour recaler le total, comme je t'ai dit, le dispositif optique à série, ou alors, bien entendu, si la météo était mauvaise, eh bien, nous avions le grand radar. Pour utiliser ce dispositif, il fallait du beau temps. Et donc, vous choisissiez en avance un point remarquable sur lequel vous alliez recaler votre navigation? Oui, bien entendu, ça c'est le navigateur qui s'occupait de ça. Mais en fait, il travaillait surtout avec son radar qu'on peut voir ici.
Hein, c'est pas courant de voir, voilà, de voir une boule comme ça c'est sous ce un qui avion. est caractéristique sur le Mirage 4, c'est ce protège-radome. En fait, l'antenne derrière est plate. Et ça, c'est ce qu'on appelle un radar de cartographie. C'est-à-dire que le navigateur, sur son scope, qui était assez important, eh bien, pouvait voir à différentes échelles le sol en dessous de lui, bien entendu, quand on était dans les nuages India Mike, comme on dit, c'est-à-dire sans vue, à basse altitude. Donc, ton radar, il ne permettait de voir que vers le bas. Tu avais un radar également dans le nez qui te permet de voir d'autres avions ou Non, tu alors avais on pouvait voir des choses devant. devant, mais non, c'était pas le but. Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que ce Mirage 4 navigue bien entendu en autonome, très très loin, mais n'a aucun moyen de défense. C'est-à-dire on n'a pas de radar pour voir devant s'il fallait tirer un missile ou de canon, par exemple, puisqu'on parlait de bombardier. Ni canon, ni rien. missile. Il y a absolument Et t'es quand même un rien. chasseur ou t'es un bombardier? Chasseur-bombardier. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, à l'époque, on employait le terme de chasseur-bombardier. Tu as parlé de la bombe atomique, qu'on voit aussi là, ici. C'est AN, on appelait ça arme nucléaire, alors 31 ou 32 selon les types. Et là, on est sous l'avion numéro 9, le premier qui est largué en réel, d'ailleurs le seul, qui a largué une bombe atomique. C'était en 1966, du côté de Tahiti, du côté de l'atoll d'Ao. Alors, on pourrait revenir après en détail sur le système de tir de la bombe. Il y a juste deux choses à savoir. La première, c'est qu'on la tirait ou en haute altitude, voire très haute altitude, c'est-à-dire, on va dire de l'ordre de 50 000 pieds, à une vitesse très importante pour éviter les chasseurs, de l'ordre de Mach 1,8, Mach 2, pourquoi pas. Ou alors, plus tard, quand les systèmes d'interception de l'ennemi ont été de plus en plus efficaces, hein, je ne revois pas à Gary Powers qui s'était fait descendre en mission de reconnaissance au-dessus de l'Union soviétique. Eh bien, les avions ont eu tendance à descendre. Et le Mirage 4, qui était d'une excellente facture, un excellent avion, eh bien, a pu passer de la très haute altitude, où était sa mission principale, vers la très très basse altitude. Et il a supporté très très bien le choc. Parce qu'en fait, il faut savoir que les turbulences ou la vitesse, très haute vitesse à basse altitude, ce n'est pas exactement la même chose. On l'a bien vu avec le F-104, le Widowmaker, le faiseur de veuve, qui était à la base fait pour une interception en haute altitude, que les Allemands ont ramené en basse altitude et ils ont perdu un pourcentage incroyable de la flotte en essayant de changer de domaine. Et nous, on a eu la chance, et c'est la chance, on allait dire, de tous les avions d'assaut, il faut être franc, du Mirage 3 jusqu'au Rafale, d'être polyvalents. En fait, on se retrouve avec des avions haute altitude, basse altitude, différentes missions, ce qui ne pose aucun problème. Alors, pour continuer le tour de l'avion, si tu veux bien, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu exotique, là, à côté de la bombe, ici, sont des pods Jato. Alors là, on voit qu'il y en a 6 de ce côté-là. En fait, ce sont des fusées qui aident le décollage de l'appareil par temps très très chaud. Donc Jato, Jet Assisted Takeoff. Donc c'est un décollage assisté par des fusées. Des fusées. Voilà, ça se faisait à une époque tout simplement parce que les réacteurs n'étaient pas assez puissants pour décoller par temps chaud sur des pistes de 2400-2700 mètres. Tout le pétrole est nécessaire à mission. Donc on décollait avec ces pods, il y en avait les mêmes de l'autre côté. Et ensuite on pouvait larguer tout le bâti, de manière à se retrouver en Un lice. peu comme à l'époque, les avions décollaient et larguaient leur train d'atterrissage. Vous décolliez, vous larguez vos fusées optionnelles. Voilà. Et ça brûlait combien de temps, en fait, ces fusées? Ça devait brûler de l'ordre de 2 minutes 30 environ, je pense. J'ai pas vérifié, mais il y avait une poussée à peu près de 5 tonnes, 5-6 tonnes. Sachant que l'avion pousse 2 fois 7 tonnes avec PC, 14 tonnes, donc on était à peu près dans le tiers de poussée en plus. C'était nécessaire. Parce que pour un petit détail, je me rappelle qu'à Caso, par temps chaud, en mission non de guerre, en mission d'entraînement, il y a des fois, il fallait démonter la barrière d'un bout de piste de manière à ne pas la souffler, ne pas rouler dessus. En fait, certains plaisantaient en disant quand il n'y a plus de piste, tu tires sur le manche et là, ça va décoller. Donc c'est pour ça que les performances étaient quand même très limites. C'était vraiment des performances constamment de guerre. On continue. Ici, une chose que j'ai toujours appréciée sur cet avion, c'est le train d'atterrissage. Alors, ça surprenait tous les pilotes quand on montait dedans et qu'on le roulait. On appelait ça la DS. Bon, t'as pas connu cette voiture qui était montée sur hydraulique et qui était très très confortable. Eh bien, le Mirage 4, c'était un des avions les plus agréables à rouler que j'ai connu. Au ralenti, il se déplaçait tout seul, sans trop de bruit, et on était assez haut. C'était très très agréable et surtout très précis. Alors, il faut remarquer quand même que sur cet avion, on a donc 10 roues en comptant les deux rangs. C'est rare de voir un avion avec autant de roues en France. Voilà, c'est ce qu'on appelait le bogie. Le bogie qui avait une cinématique un peu spéciale, mais je ne vais pas rentrer dedans. En continuant le tour de l'avion, un bidon
Ah, c'est du gros bidon, ça, oui. Ouais, de 2500 litres, si je me rappelle bien. Évidemment, tout ça pour ajouter à l'autonomie. Évidemment, des bidons qui étaient largables. On continue. Une chose intéressante qu'on remarque souvent sur les ailes Delta, et particulièrement sur le Mirage, on a une encoche ici qu'on voit très très bien. Eh bien, c'est tout simplement pour, à certaines incidences, pour recoller le flux d'air qui a tendance sur les ailes Delta à se détacher et à provoquer certains phénomènes assez désagréables sur lesquels je pourrais revenir tout à l'heure aussi. Donc, une belle aile Delta, prête à être assez pure malgré tout. Et bien voici des élevons. Alors donc les élevons sont ni des ailerons ni une profondeur, ben, c'est un mélange des deux qu'on retrouve sur les ailes Delta qui n'ont pas de plan horizontal à l'arrière. Donc les fameux élevons du Mirage 4 qui développent une force. Il y a là-dessous des vérins de 11 tonnes. De 11 tonnes. Tellement à forte vitesse, la pression de l'air est importante pour pouvoir manœuvrer. On a 11 tonnes par vérin, je me rappelle, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et là, on le voit par exemple, les élevons qui sont vers le haut, qui sont levés, c'était généralement une position à forte vitesse, dû au fait du centre de portance qui reculait, il fallait contrer. Et le grand problème, c'est que non seulement ça créait une traînée, c'était en fait des aérofreins intégrés. Et c'est ce qui a été changé pour les avions comme Concorde. Ouais. Et en changeant ça, eh bien, ça a permis de garder les élevons dans le lit du vent et ne plus avoir cette traînée. Alors du point de vue militaire, ça passait, du point de vue civil, en termes de consommation, c'était pas possible. Sachant que tu n'as pas d'ordinateur, on est sur un avion d'ancienne génération, le Rafale a des élevons aussi, mais tout est géré par des commandes de vol électriques. Et là, tu es sur du direct en fait. Du direct, exactement. Et quand on apprenait l'avion, on avait un banc et on pouvait voir, il y avait 11 mètres de tringlerie du manche. Jusqu'à ces vérins de 11 tonnes. 11 mètres de tringlerie. Il y avait de l'inertie du coup ou pas? Oui, mais il y avait des systèmes d'assistance qui avaient des noms assez techniques du genre Guignol, Amédée, je t'en passe, et je ne me rappelle pas de tout, bien entendu. On continue, on arrive à la poussée. Donc nos deux moteurs, toujours des ATAR 9K. Là, toujours pareil, les post-combustion, tout ce qui est de plus classique. Des choses intéressantes comme des écopes dessous, qui sont faites justement pour refroidir la partie arrière de l'avion, surtout quand les post-combustion sont branchés, encore des écopes ici. Et vous voyez beaucoup en post-combustion ou pas? Pour pouvoir aller justement à Mach 2,2 ou monter à 50 000 pieds, c'était constamment en post-combustion? Vous étiez en super cruise ou... Non, on passait en post-combustion. Et alors le grand problème de la post-combustion, alors le moteur accélérait, puis après passait en survitesse aux alentours de 7600 tours, je me rappelle bien. Il y avait une survitesse, il passait plus vite. Ensuite, on passait les post-combustion, PC Mini, PC Maxi. Et après, on montait comme ça en altitude jusqu'à 50 000 pieds. Tu pouvais accélérer. Et alors, le grand problème de cet avion, c'est qu'une fois qu'il a accéléré, tu peux plus trop jouer avec les moteurs, parce que si tu réduis tout d'un coup les moteurs, ce qui se passe, c'est qu'ils s'éteignent. Il y a des pompages, ils s'éteignent. Donc, il fallait être quand même assez doux avec les moteurs, en sachant que tout ça, ça chauffait beaucoup. Et un petit détail, c'est que sur cet avion, il y a 42 réservoirs. Donc, on pouvait les faire communiquer les uns avec les autres. Quand on passait en supersonique, il fallait, comme je t'ai parlé du problème du centre de poussée de la portance de l'aile qui reculait, ça avait tendance à basculer l'avion vers l'avant. Ouais. D'ailleurs, c'est le même principe qui a été appliqué à Concorde. Donc, on avait un système de recul de tout le carburant vers l'arrière, un transfert vers l'arrière. Vous envoyez volontairement... Voilà, c'est-à-dire qu'on reculait la masse de l'avant vers l'arrière de manière à ce que le couple à piquer et donc le relèvement des élevons soit moins important. Alors tout ça, entre les moteurs et l'aérodynamique, ça demandait un petit peu de travail et surtout, on ne pouvait pas faire n'importe quoi avec. Chose qui est maintenant gérée par les commandes de vol électriques et les ordinateurs. Aussi bien pour les moteurs que pour les commandes de vol. Et ça, c'était le travail du navigateur de faire ces transferts ou c'était Non, le transfert, c'était devant. Le navigateur avait assez de travail à sa navigation et tout. Et puis derrière, lui, il avait des vitesses comme la vitesse propre, enfin la vitesse sol qu'on n'avait pas. Et un jour, il m'a annoncé, là, on a pas mal de vitesse sol, on a 1056 nœuds. Alors, je m'en rappelle précisément parce que 1056 nœuds, c'était pas loin de 1954 km/h et c'était ma date de naissance, donc en km/h. Et du coup, vous faisiez des fois les traversées de la France à très haute vitesse, non? Oui, des fois on faisait des rentrées en France. Alors on partait dans l'Atlantique, on accélérait, on montait, et là le but des intercepteurs de l'époque, c'était les Mirage F1, c'était de nous intercepter, essayer de nous tirer, de nous accrocher avec leur missile. À l'époque, c'était du Matra 530. Et d'essayer de nous tirer.
Bon, faut être franc, ils n'y arrivaient pas. Ils arrivaient pas, Alors, ils s'y mettaient à 2-3, ils essayaient d'intercepter sur les côtés. Et évidemment, on trichait un petit peu parce qu'on disait surtout, vous bougez pas du cap. C'est-à-dire, ils savaient d'où on venait, ils savaient où on passait de la côte, généralement du côté de Cazaux ou sur cette côte. Et on était à Mach 2, voire Mach 2, 50 000 pieds, voire un peu plus haut. Ils étaient partis et ils essayaient, alors surtout où on ne bougeait pas, mais dès qu'on voyait les traînées monter, les chasseurs, on leur faisait un petit 15 degrés droite, petit 15 degrés gauche, comme ça on était tranquille que tout leur calcul était. Bon, ça, faut pas l'enregistrer parce que, mais bon, il y a prescription. Il y a prescription, mais bon, c'est il bon. fallait qu'ils sachent. Quand on est à l'arrière de l'avion, bon, bien entendu, un petit truc intéressant, c'est que l'avion se posait très très cabré, il se posait d'ailleurs très très bien avec ce fameux train d'atterrissage dont j'ai parlé. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne fallait pas trop le poser trop cabré parce que sinon on risquait de toucher tout simplement les soutes arrière de l'arrière. Alors Concorde, eux, on le voit à côté, ils ont résolu le problème en mettant tout simplement une petite roulette qui sort. Alors ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que la particularité des avions français et surtout des Mirage, c'est qu'ils avaient d'excellentes commandes de vol. C'est-à-dire qu'on va faire des rotations très très souples, très très douces, de même que des atterrissages. Moi, je me rappelle de certains atterrissages, même sur Mirage 3, où la grande blague, c'était d'appeler la tour une fois posée, dire « La tour, vous confirmez que je suis posé ?» parce qu'on n'avait pas senti d'atterrissage. Et ça m'est arrivé une ou deux fois sur 1500 ou 1700 heures de vol. Hein. Mais on pouvait faire des atterrissages très très doux. Alors, vous aviez un parachute Voilà, là, ou pas? justement, le parachute est ici. Donc nous avons le parachute. C'est un grand parachute en croix. Là aussi, un excellent moyen de décélération. J'ai parlé tout à l'heure des vols à Mach 2.2. Bon, on pourra en parler très très longtemps. Évidemment, ça chauffait de partout. Pour donner une petite idée de l'augmentation de température, il fallait savoir qu'on ne pouvait pas faire du Mach 2.2 en ayant les réservoirs de bord d'attaque pleins. À cause de la chaleur, de l'échauffement cinétique. Donc le bord d'attaque qui est à l'avant des ailes. Voilà. Donc en gros, c'est là où tape l'air et donc ça chauffait Exactement, tellement donc on pense que ça tapait dans les 165, bon, on peut faire le calcul, 165 degrés. Et tu as déjà retiré ton gant en vol pour Oui, toucher? alors une fois justement, on se posait la question de savoir si ça chauffait ou pas. Ce qu'il faut remarquer, ce qu'on peut pas voir parce que c'est au-dessus du cockpit, la vitre avant du Mirage 4 est en V comme ça, elle n'est pas plate comme sur un Mirage 3 où il y a un viseur. Non, elle est légèrement en V comme ça. Et si je me rappelle bien de mes cours, elle faisait 14 cm d'épaisseur. 14 cm Ouais, d'épaisseur. alors avec évidemment différentes couches pour qu'on voit bien à travers de nuit, de jour. Et un jour, je me suis dit, bon, ça chauffe, mais j'ai enlevé mon gant. On devait être à Mach 1.5, Mach 1.6, et j'ai touché cette fameuse vitre pour voir ce que ça donnait, en fait. Et je me suis brûlé le doigt, mais bien. Je m'en suis pendant 4 ou 5 jours. Quoi. Ah oui, à Mach 1.5. Ouais, alors comme il faisait moins 56, moins 60 degrés dehors, eh bien malgré tout, ça commençait à chauffer dedans, quand on faisait du supersonique. Et alors encore un phénomène qui est très très intéressant, c'est que comme tu vois les élevons qui sont levés, supposons que là on vole par exemple à Mach 1.8, avec les élevons levés, eh bien le manche suit, c'est-à-dire que le manche va reculer. Donc du coup, en fin de... C'est-à-dire que en supersonique, tu as le manche quasiment... Alors c'est ça, tu avais le manche qui reculait, de manière à lever les élevons et à contrer le fameux Mach tuck, comme on appelle, c'est-à-dire cette descente de ce pitch down du nez. Alors ça, c'est très intéressant. Et c'est des problèmes qui ont été rencontrés, bien entendu, qui étaient connus, qui ont été rencontrés quand ils ont fait le Concorde. Voilà. Alors on revient au parachute, alors parachute qui marchait très très bien. Et comme je t'ai parlé de la chaleur, il faut savoir que j'ai certains amis qui ont fait des missions de reconnaissance beaucoup plus tard, là on voit beaucoup plus tard dans le Golfe. Et quand ils se sont posés, ils ont sorti le parachute, c'était donc du côté du désert. Pendant les guerres d'Irak et tout. Et quand ils ont sorti le parachute, il s'est cassé parce que tout simplement, la suspente qui était en nylon avait fondu à cause de la chaleur. Pour donner une idée que même... Ah oui, ça fait fondre le nylon. Qui régnait quand même... pas mal de température autour de l'avion, voilà, autour du moteur. Pas mal de température, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. On continue. Plein de petits détails comme ça, plein de petits détails. On ne soupçonne pas. Donc là, on voit très très bien, on voit peut-être mieux les désélevons en position haute. Ma bombe ici et bien entendu au niveau de la bombe, justement, en termes de trajectoire, on parlait tout à l'heure de tir en haute altitude, donc tu vas pouvoir faire une trajectoire comme ça, tirer la bombe et après t'enfuir et aller ganon. Sinon, il y avait quoi d'autre comme méthode? Donc la méthode de tir en haute altitude, tu tires la bombe, elle descend, il y a un parachute, et le temps que l'explosion nucléaire se fasse, l'explosion, il faut savoir, c'était 3 fois Hiroshima, 60 kilotonnes. 3 fois Hiroshima. Le temps que la bombe, le seul tir qu'ils ont fait en réel, c'était à peu près 1 minute 20 avant que la bombe explose. Donc ils avaient le temps de s'éloigner. Ça tombe vite quand même. Voilà, ça avait le temps de s'éloigner. Alors la question, c'était de savoir, est-ce que ça faisait quelque chose à l'avion? Est-ce que ça faisait pas... manifestement, bon, l'avion était assez rapide, il était quand même assez loin lorsque la bombe explosait.
parce qu'il fallait savoir que quand Enola Gay a tiré sa bombe atomique justement sur Hiroshima, eh bien, ils ont quand même senti l'onde de choc. À l'époque, c'était un B-29, donc ils avaient senti l'onde de choc, et on ne savait pas trop comment l'onde de choc pouvait affecter la navigation et surtout l'intégrité de l'avion et puis de l'équipage aussi. Alors, pour la petite histoire, il y avait aussi une visière spéciale qui était pleine d'or, donc on suppose que c'était parce que les atomes d'or étaient lourds et devaient filtrer la radiation. Et là, j'ai gardé un casque, mais j'ai pas gardé Dommage. la visière en or. On l'a vendu pour payer mes études. Voilà. Et il fallait savoir aussi qu'il était prévu de fermer des shutters, des rideaux sur les côtés de l'avion. On pouvait se retrouver dans le noir et tout. De manière à éviter le flash. De manière à éviter. Mais pour le navigateur, ça posait pas de problème parce que lui, il avait juste, comme on disait dans son trou pour le pauvre, il avait juste 2 petites lucarnes sur les côtés. Lui, il les fermait et il était toujours dans le noir à observer et à naviguer avec son radar comme je te dis, de cartographie d'une extrême précision. Et donc toi, tu venais à cette époque-là, tu avais fait du monoplace, tu avais fait du Mirage 3. Ouais. Du coup, c'était la première fois que tu faisais de l'équipage à 2 comme ça. Donc il y avait une formation spéciale pour apprendre à travailler en équipage. Maintenant, on parle de CRM, tout ça. Oui, c'était des choses qui existaient déjà à l'époque ou pas trop? Oui, alors la première chose, c'est que c'était un avion. Il y a eu 2 avions dans ma carrière où il n'y avait pas de biplace. Alors on a eu le Mystère 4, qu'on verra peut-être tout à l'heure, et le Mirage 4. Donc quand on faisait notre premier vol, bien entendu, et il n'y avait pas de simulateur non plus. Ouais, donc quand on faisait le premier vol, on montait dedans et puis on avait un ancien navigateur qui nous mettait en confiance. Et puis le fait de discuter, donc ça faisait un CRM naturel. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas étudié ce genre de choses. Mais c'était un avion qu'on décollait donc la première fois, on se mettait en route. C'était un peu comme un Mirage 3 fois de franc. Un peu plus agréable, comme je t'ai dit, au niveau du roulage. La plupart des pilotes de Mirage 4 avaient fait du Mirage 3 avant? Oui, alors ils avaient tous fait du Mirage 3, c'était les anciens, c'est-à-dire qu'il fallait être CP, c'est-à-dire l'équivalent, on va dire, de commandant de bord pour y aller. Ah oui, il fallait être chef de patrouille pour pouvoir venir dans les faces. Voilà, avoir une bonne expérience. Et puis ça rassurait quand même les navigateurs, si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'il fallait quand même avoir bien confiance dans son pilote. Évidemment, il y a eu des drames de non-compréhension. De non-communication, de problèmes de communication dans les cockpits, mais on ne va pas parler des choses qui posaient problème. Et ton meilleur souvenir en Mirage 4, ça serait quoi? Alors, le meilleur souvenir, il y en a un. Justement, on parlait du navigateur. Nous voilà partis un jour d'une navigation du côté de la Norvège. Après quelques ravitaillements, nous voilà en basse altitude sur la mer du Nord. Puis le navigateur, évidemment, mer du Nord, il faisait pas beau. Le navigateur dit, tiens, on a un bateau à 1 heure. Là. Alors, il le voyait bien sur son radar, donc cartographie. Tac, on va le voir. Et puis, effectivement, dans la brume, je vois un bateau. Il est super. Il n'est pas très gros. Il dit, il y en a un super gros. Alors là, droit devant et tout. Je dis, est-ce qu'on passe ou est-ce qu'on passe pas? Puis il faisait pas beau, puis ça faisait quelques heures qu'on était quand même en l'air, peut-être 4-5 heures. Je dis non, on va pas passer. Puis j'ouvre, et à ce moment-là, je vois sur la droite, c'était une plateforme de forage, et donc qui faisait peut-être 100-150 mètres, et une largeur de 80 mètres. C'était une plateforme de forage pétrolière au large de l'Écosse. Vous auriez fait la verticale, vous auriez fini dedans. Là, on n'aurait pas effrayé les mouettes, on aurait fini dedans. Quoi. Alors évidemment, on pouvait préparer l'émission, mais à l'époque, on n'avait pas toute la documentation. Et puis voilà, ça s'était passé. Et c'était 2 jours, je me rappelle très bien. On en a eu des excellentes comme ça, mais ça se passait toujours bien. On allait loin. Le vol le plus long que j'ai fait, c'était peut-être près de 6 heures de vol. Alors, pour la petite histoire, le vol le plus long qui a été fait, je ne sais pas si on en a parlé, c'est de l'ordre de 11 heures. On l'a déjà dit. Hein, et alors, il y a une dizaine de ravitaillements. Et l'exercice qu'on faisait principal, c'était l'exercice poker, où là, on arrivait à se mettre en l'air. Qui existe toujours. Voilà, qui existe toujours, mais peut-être pas sous la même forme, c'est pour ça que je peux en parler. C'est qu'il nous permettait d'aller sur des champs de tir de nuit. Alors, quand je dis de nuit, c'était à 2-3 heures du matin. On allait tirer des bombes d'exercice, bien entendu. Et on faisait des fois 2 champs de tir, et puis 3 à 4 ravitaillements. Et tout ça sans un message radio. C'est-à-dire qu'on décollait, on ravitaillait, on tirait, sans avoir du tout parlé à la radio. Ah, ça me rappelle mes souvenirs aussi. J'ai fait le méchant dans des pokers. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, avec toute l'armée de l'air qui arrivait en face. Et alors l'idéal, c'était de partir tard dans la nuit parce que c'est là où, en France, il y avait le moins de circulation aérienne civile. Du coup, tout l'espace aérien était ouvert. Tout l'espace était relativement ouvert et on pouvait déployer entièrement l'exercice.
Donc on a parlé un petit peu Des des ailes. ailes. Du coup, donc 42 réservoirs, c'est quand même assez énorme. Il y en a des petits. Hein. Là, les réservoirs, je te dis, donc, ici, il y a une chose que tu as dû connaître, un détecteur, certainement, ça doit être un Serval, un détecteur de guerre électronique. Ouais. Et puis, en dessous, c'est évidemment la symétrique avec une radiosonde. Une chose dont on n'a pas parlé, et que j'aime bien, c'est les entrées d'air du Mirage 4. Parce que comme on a dit tout au début, c'est un gros Mirage de 3, 8 places. Ressemble, mais comme je dis toujours, le Mirage 3, il y a un réacteur et 2 entrées d'air. Ici, il y a 2 réacteurs et 2 entrées d'air. C'est-à-dire qu'en fait, en exagérant, ça veut dire que le Mirage 4 manque d'air. Ça, c'est le grand problème. Et il y a eu des problèmes, justement, tout à l'heure, on parlait des moteurs en supersonique ou en bisonique. Mais effectivement, même à basse altitude, il pouvait y avoir des problèmes, par exemple en dernier virage, ou à forte incidence. Si tu branchais les post-combustion parce que tu avais besoin de puissance, eh bien, il y a eu des équipages qui ont éteint les 2 moteurs comme ça. Ça finit par des éjections. Donc, ça, c'était un petit peu le problème du Mirage 4. Alors, si on veut faire un peu d'aérodynamique, on voit ici quelque chose qui est assez intéressant, qui est en jeu de m'interloquer tout le temps, c'est ce qu'on appelle le piège à couche limite. Ouais. C'est-à-dire que le long du fuselage, bien entendu, l'aérodynamique est perturbée et donc il est hors de question de faire rentrer de l'air perturbé dans les réacteurs. Donc c'est pour ça qu'on décale l'entrée d'air légèrement sur la droite. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est ce qui sort, la petite pointe qui sort, c'est ce qu'on appelle les souris. C'est la souris qui est dans son trou qui va sortir. Et cette souris, au fur et à mesure d'un vol supersonique avance, il y a un moteur électrique qui l'a fait avancer en fonction du Mach, peut-être, je dis bien peut-être jusqu'ici, peut-être, et de manière à fixer l'onde de choc bisonique, de manière à avoir dessous, ou plus exactement derrière, de l'air subsonique qui rentre dans l'entrée d'air et qui va alimenter les réacteurs. Parce qu'un réacteur ne peut pas être alimenté en air supersonique, ce qui était exactement le même problème de Concorde d'ailleurs. Ça, c'est un gros sujet et c'est vrai qu'on a eu la chance d'aller à l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile, et après à Supaéro. Et on a rencontré les spécialistes. Et j'ai justement eu le droit à tout un cours de quasiment 1 heure sur le piège à couche limite et tout ça. Ah, et, bah, là, voilà. Et c'est justement un sujet que les gens pourront retrouver sur la chaîne parce que c'est vrai que faut sortir les crayons des fois et voilà. Faut réfléchir au problème. Mais c'est vrai que c'est la base de tout. Et justement, peut-être pour que les gens comprennent bien, quand tu es en vol supersonique, on disait tout à l'heure que tu n'as pas trop de marge au gaz, mais du coup, comment est-ce que tu freines ? Oui, je sais qu'on a ce problème-là sur Rafale aussi. Voilà, la première chose, c'est que tu peux, si je me rappelle bien, parce que c'est quand même un peu loin, bon, on avait quand même les aérofreins qui étaient traînés encore, qu'on n'a pas vu d'ailleurs. Donc ça, par rapport au Rafale, c'est bien. Mais surtout, tu pouvais réduire doucement les gaz dans de certaines normes, et après tu coupais les post-combustion l'une après l'autre. Là, évidemment, les virages, sinon ça... les virages étaient limités, bien entendu. Déjà, ils étaient limités parce que comme on était à Mach 2, des fois on pouvait être même sur la Terre, donc si on virait trop, on pouvait avoir des focalisations d'ondes supersoniques, à ce moment-là, faire des bangs terribles au-dessus de la France. Donc ça, déjà, on était limité, je crois, à 20 degrés d'inclinaison, mais je n'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Donc, on peut repasser devant, et sinon, je vais avoir quelques petites questions pour toi sur vos profils de vol, justement. Parce que là, tu nous dis qu'on fait beaucoup de lignes droites. On parle de chasseurs-bombardiers. Mais ça serait intéressant, justement, de voir un petit peu quel type de mission vous faisiez en entraînement. Donc du coup, on a fait le tour de l'avion. Maintenant, il n'y a plus trop de secrets pour nous, mais qu'est-ce que vous faisiez une fois que vous aviez mis pleine post-combustion et que vous partiez vers le ciel ? Quelles étaient vos missions classiques en fait ? Alors les missions d'entraînement classiques, tu as bien compris, la première chose c'était le ravitaillement. Donc il était bien rare qu'on se mette en l'air sans faire un ravitaillement. Alors des fois l'avion était en lice pour faire du supersonique, c'est-à-dire qu'on partait en haute altitude, on faisait une accélération, peut-être un Mach 1,2, Mach... à peu près. Ensuite, un passage sur le ravitaillement, on descendait, une passe de tir souvent sur le terrain de Capsieux, qui était proche de Cazaux, et qui est un immense champ de tir, doit être le plus grand champ de tir de France. Et puis ensuite, on rentrait tout simplement. C'était une mission qui va dire de l'ordre d'1h30, 2 heures. Une mission relativement courte. Ça, on va dire, c'est la mission haute altitude. Alors, on pouvait faire ou un tir basse altitude, comme je t'ai dit sur le tir de Capsieux, on pouvait le faire ou en très haute altitude ou en basse altitude. On pouvait mélanger.
Donc ça, c'était l'entraînement haute altitude. Ensuite, tu avais l'entraînement très basse altitude. Alors tout temps, bien entendu. Tout temps, quand il faisait beau, on pouvait faire des sorties comme tout le monde le fait en aéroclub, en faisant quelques points tournants à la 500 000 et tout. 450 nœuds ou 500 nœuds 450 nœuds. Il y avait des zones, on avait des zones de 100 pieds, mais plutôt du côté du Massif central. Et puis, on travaillait à la 500 000, c'était des missions d'1h40, 1h20, 1h40. Sans ravitaillement, donc tu arrivais à faire 1h40 de basse altitude voilà, sans ravitaillement. ravitaillement. Voilà. Tu avais des bidons là. Là, il y avait des bidons. Alors évidemment, il y a toutes les possibilités de bidons, t'imagines. Et là, il n'y avait pas de ravitaillement. On pouvait aussi aller en très basse altitude. Alors on avait ou sur l'Atlantique ou sur la Méditerranée. On descendait là-dessus et là on faisait de la très basse altitude, de très grande vitesse. Alors quand je parle de très basse altitude, très grande vitesse, là on peut le dire maintenant, mais c'était du 600 nœuds plus et du 100 pieds. D'accord. D'accord. Alors là, il fallait faire attention, donc ça consommait beaucoup. Ouais. Et puis arrivant sur la côte, on remontait puis on rentrait directement sur notre terrain de Cazaux, qui était le terrain de l'Estrade. Donc vous travailliez le ravitaillement du 291 Bretagne. T'étais au 291 Bretagne, mais basé à Cazaux. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas chercher la logique. Non, mais Bretagne, c'est pour toi. Donc vous faisiez principalement de la navigation, basse altitude, haute altitude tout le temps. Voilà. Beaucoup de lignes droites et d'accélération, de ravitaillement. Mais tout ce qui est, on va dire, manœuvre de chasse ou combat aérien ou engagement, on a dit il n'y a pas de canon, il n'y a pas de missile. Voilà. Donc au final, vous étiez vraiment sur des profils de vol presque en VRH, en vol rectiligne horizontal, d'accélération tactique, mais pas vraiment d'engagement à 5G ou 10G. Non, voilà, c'est exactement ça. Même dans la mission de tir, quand on n'en a pas parlé du tir de la bombe à basse altitude, ce qu'on appelait le LAD, le Low Altitude Delivery Dropping, je crois. Donc on arrivait à très basse altitude, à quelques kilomètres de l'objectif, on cabrait l'avion. À ce moment-là, au bout d'un certain temps, la bombe se détachait pour aller exploser une minute plus tard. Et pendant ce temps-là, à ce moment-là, jour et nuit, peu importe, on passait sur le dos, on tirait, et là, on partait, pour s'éloigner de l'explosion nucléaire, on partait à basse altitude, très grande vitesse. Donc, mais il était quasiment interdit, si on peut dire, de s'engager contre des chasseurs à basse altitude ou d'autres types d'avions. Alors la raison principale, on l'a appris avec le temps, c'est que, comme je te l'ai dit, si on commençait à cranter les PC à forte incidence en basse altitude, il y a eu des accidents où les gens ont éteint les moteurs. Donc manque d'alimentation en air. Donc c'est pour ça qu'on ne faisait plus même de voltige en Mirage 4. Alors tout au début, il y avait des gens qui faisaient des présentations alpha, c'est-à-dire toute la séance de voltige à basse altitude avec le Mirage 4. Ça va être impressionnant. Voilà. Et alors nous, pour s'entraîner à ça, quand on était en escadron, pour s'entraîner, je veux dire, au combat, il y avait des Mirage 3B qui étaient basés à Bordeaux, qui venaient nous voir une semaine tous les mois ou un peu plus. Et puis là, on faisait des combats en Mirage 3B. Donc vous étiez biqualif, Mirage 4 et Mirage 3. Voilà, et puis de temps en temps, on faisait de l'avion de liaison qui, à l'époque, était le Fouga Magister. D'accord, donc comme ça, triqualif quoi. Dans un mois, tu allais faire 3 types de réacteurs différents. Voilà, c'est ça, oui. Ah oui, c'est sympa. On faisait toujours de la tare, à part pour le Fouga, mais disons que... Il n'y a pas des gros écarts entre les différents avions, mais quand même. C'était sûr. Et puis, après, sur le Mirage 4, on pourrait dire, à une époque... Petite anecdote, c'était un peu l'époque de l'Afrique. Il y avait les Libyens qui attaquaient du côté du Tchad. Et moi, j'avais émis l'idée, comme on pouvait tirer des bombes classiques de 400 kg, parce que ça ne l'a jamais fait, je dis, mais c'est pas grave, on prend 4 Mirage 4, on met 4 bombes de 400 kg sur chacun, et on va en Afrique. On m'a dit, stop, c'est nucléaire, il ne faut toujours pas toucher à ça. Bon, on comprend très bien, très bien. Mais c'est vrai que les avions appartenaient au COFAS, donc au commandement des forces aériennes stratégiques. Donc si on regarde l'organigramme, en fait, l'organisation de l'armée de l'air, c'est différent par exemple, de la FAC, de l'aviation de chasse. Donc tout est bien rangé. Et vous aviez vraiment cette casquette nucléaire. Ah oui, et du coup, quand tu n'étais pas en vol d'entraînement, tu étais d'alerte nucléaire? Oui, on pouvait être d'alerte nucléaire. Alors on était 15 minutes. Il y avait des exercices qui avaient des noms de voilà, tu avais poker, on avait baccarat, on avait un tas de jeux de cartes, comme on disait toujours. Ouais. Bill Bokeh, je m'en rappelle aussi. D'ailleurs, quand je suis parti, on m'a fait un gros Bill Bokeh. Et c'était des missions où on était en alerte, où on décollait après 15 minutes. Des fois, on montait, alors ce que j'ai oublié de te dire, mais c'est pas encore classifié, mais des fois, il fallait monter des vraies bombes sous l'avion. Parce que là, évidemment, c'est une maquette, tout le monde aura compris. Mais il existait quand même des armes. Il n'y a pas d'armes nucléaires au musée du Bourget. Non. Et je l'ai lu sur Internet, donc je sais qu'à l'époque, il devait y avoir 39 armes.
39 armes pour placer sous les avions. Donc en sachant qu'on en avait construit 62, 12 étaient de la reconnaissance, 50 étaient en escadron, on en avait perdu donc une quarantaine d'avions disponibles et 39 armes qu'on pouvait monter. Et alors là, quand on montait une arme nucléaire, alors là, il y avait toute une procédure qui prenait voire la journée. Et puis la présence de gendarmes, voilà. toutes ces choses. Puis après, il y avait d'autres gesticulations nucléaires pour montrer notre volonté de nous servir de la dissuasion. Et en termes de panne, le Mirage 4A, il y avait souvent des pannes. Tu as déjà eu des pannes hydrauliques ou autres ou... Oui, un jour, en ravitaillement de nuit, je suis donc enquillé, comme on disait. Ouais, donc tu es contact dans le panier, derrière. Contact dans le panier, tranquille. Et puis on mettait des petits coups d'aérofrein pour ne pas toucher au gaz quand on avance un petit peu. Et à un moment, je mets les aérofreins, rien ne se passe, je mets plein aérofrein, rien ne se passe. Et j'ai eu l'impression que le 635 avait une panne moteur, parce que je voyais à ce moment-là le tuyau se rapprocher. Alors, j'ai vite tout réduit, tout d'un coup j'ai déclenché. Et je me suis rendu compte, en fait, c'est moi qui venais de tomber en panne hydraulique. Et ce n'était pas le 635 qui ralentissait, mais moi qui n'arrivais pas à ralentir parce que les cours les aérofreins étaient inopérants. Et il n'y avait pas de bing, là, comme on va retrouver sur des avions de ligne. Donc je me suis retrouvé en panne hydraulique, donc c'était pas... Pendant le ravitaillement? Non, pas en ravitaillement, évidemment. Et de nuit. Sinon, c'est pas et de nuit. Mais il pleuvait pas ce jour-là. C'est déjà ça. Parce qu'effectivement, les ravitaillements, alors là, on pourra en parler longtemps. Hein. Si tu veux, je t'en parle. Vas-y, les ravitaillements, parce que c'était quand même le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Alors, le grand problème du ravitaillement, c'est qu'on prenait à peu près 1 tonne minute. Ouais. Il fallait prendre de l'ordre d'une dizaine de tonnes, donc il fallait rester enquillé une dizaine de minutes. Bon, je te passe sur toutes les procédures de rejointe et puis d'enquillage. Mais ce qui était intéressant, c'est que le Mirage 4 arrivait tout léger, donc avec une incidence assez faible. Ouais. L'assiette était comme ça. Surtout, on le voyait bien parce que quand on rejoignait, il y avait toujours un avion qui était en train de ravitailler, si on n'était pas le premier. Alors, on le voyait comme ça avec une incidence assez faible. Et au fur et à mesure qu'il se remplissait, parce qu'il avait été une vitesse qui était un peu bancale, c'est-à-dire de l'ordre de 280 nœuds. Au fur et à mesure qu'il se remplissait, on voyait bien qu'il prenait de l'assiette et le pilote, pour rester en place, devait mettre les gaz. Mais ce qui était intéressant sur Mirage 4, c'est qu'au bout d'un moment, il fallait passer en post-combustion mini pour garder la position. Et à la fin, il finissait en post-combustion totale. C'est-à-dire que vous aviez un avion à 285 nœuds, enquillé, qui était rempli à fond, pleine post-combustion, ce qui fait que la nuit, on voyait bien les 2 tuyères bleues quand on venait de très loin. Et à partir de ce moment-là, eh bien, il ne consommait que... Il faisait rentrer dans les réservoirs ce qui se consommait derrière. Et au dernier moment, quand il arrivait en bout de run de ravitaillement, eh bien, on voyait le pilote qui coupait rapidement les 2 post-combustion, il disconnectait immédiatement, et là, il tombait. Moi, j'ai vu tomber de 3 000 à 4 000 pieds pour reprendre ma vitesse de 350, 400 nœuds, de manière à être économe. Ouais. On ne peut pas dire écologique, mais économe, et retrouver mon schéma de mission. Ouais, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec l'aile Delta, tu as une vitesse, en fait, à partir de laquelle l'aile a été conçue pour voler, donc en gros au-dessus de 360 nœuds. Exactement. Et par contre, en dessous de ça, ton aile, c'est un aérofrein. Et donc, comme le tanker, lui, il est dans le cœur de son domaine, 280-300 nœuds, toi, tu es obligé de t'adapter à lui, donc toi, tu es obligé d'aller trop lent pour ton avion, et du coup, c'est un énorme aérofrein, et c'est pas que l'avion est mauvais en soi, c'est juste qu'il n'est pas du tout dans sa plage de vol. Si on passait le BIA, on dirait qu'on est au second régime constamment. C'est-à-dire que la pleine poussée ne donnait pas de vitesse. 40 ans après, le problème n'a pas changé avec le Rafale. Et si je réfléchis bien, on a dû ravitailler au cul des mêmes tankers d'ailleurs. Oui, j'avais vérifié un moment, effectivement, les avions de Ecophas, on a tanké sur les mêmes. Voilà. Maintenant, il y a les nouveaux qui arrivent, le Phoenix, tout ça. Il y a 330 version tanker qui arrive dans l'armée de l'air. Mais sinon, la flotte de tankers, effectivement, c'est toujours la même depuis. Elle est toujours la même. Depuis ton époque. Et alors, pour revenir donc au problème des ravitaillements de nuit, hormis le fait que des fois, le tanker ne pouvait pas monter au-dessus des nuages. Alors, on ravitaillait de nuit, sous la pluie, même sous l'orage. Alors, c'était intéressant de voir approcher le panier, de voir approcher la perche, et puis de voir des arcs se créer entre les deux. Alors, des arcs que j'estime ils faisaient plus d'1 mètre, je pense, et tout. On dit, on va enquiller. Alors, je ne te parle pas des turbulences. Et une fois, je me rappelle avoir ravitaillé, j'ai ravitaillé, c'est peut-être pas des centaines, mais pas mal de fois. Et un jour, avec les problèmes d'orientation, j'ai l'impression d'être à 45 degrés, comme ça. Entre la pluie qui tombait latéralement, un phare qui éclairait le panier, tu as dû connaître ça, et tout ça avec des turbulences. Mais dans l'ensemble, les gars étaient bien entraînés. Tout le monde, comme on dit, entre guillemets, prenait son pétrole. Il faut bouger les doigts de pied. Et puis, Voilà, il fallait sentir ses fesses, bouger les doigts de pied, respirer. Mais il faut reconnaître que quand c'était terminé de nuit, on remettait le pilote automatique. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y avait un excellent pilote automatique sur le Mirage 4, qu'il n'y avait pas évidemment sur les Mirage 3, évidemment. Puisque c'était...
Eh ben super, c'est très clair. Comme ça, on a eu plein d'anecdotes croustillantes sur Mirage 4. Ah oui. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans le futur pour parler du Mirage 3. Parce qu'avant de faire du Mirage 4, comme tu disais, il fallait être chef de patrouille. Donc tu as eu une carrière avant de pouvoir être chef de patrouille. Et ta carrière, tu l'as faite à la 33, c'est ça? C'est ça, la 33e escadre de reconnaissance de Strasbourg, donc en Alsace. À l'époque, il y avait, sur le terrain civil, il y avait la 33e escadre de chasse. Et là, on avait des Mirage 3R. Puis ensuite, on a eu des Mirage 3RD, qui était un peu la version améliorée. Et puis plus tard, quand moi je suis parti sur Mirage 4, ils ont touché des Mirage F1 de reconnaissance. D'accord. CR. Les CR. CR. Eh bien parfait, je te propose qu'on se retrouve du coup pour aller voir les Mirages, discuter un petit peu Mirage 3 ensemble. Et Rocco Et Rocco, ouais, parce que chasseur intelligent, c'est ça C'est ça, mais surtout on pourrait dire que, j'en ai pas fait, mais le Mirage 4 faisait de la reconnaissance stratégique. Ouais. Reconnaissance stratégique. Bon, il y avait des petites histoires, et puis pour terminer sur une anecdote, un jour un Mirage 4 part du côté du désert, un pays qui s'appelle Israël, et puis il était en masque, c'est-à-dire qu'il était sous son ravitailleur. Donc c'est facile, on pose un plan de vol civil, on y va. Puis à un moment, il part et il va faire la photo qu'il doit faire et tout. Et à ce moment-là, il va monter quatre traînées d'intercepteurs, qui des fantômes et tout. Alors c'est simple, il a fait ni une ni deux, il a largué les bidons, il a accéléré, il est passé à Mach 1.8, Mach 2, et puis ils ne l'ont jamais revu. Ah, donc je pense que c'est vraiment le mot de la fin, c'est qu'en fait cet avion n'a pas d'armement à part l'arme nucléaire, mais sa meilleure arme, c'était sa capacité à faire du haut supersonique. Ah oui. Et du coup, à laisser tout le monde derrière. Voilà, et aussi bien en basse altitude, il était très très rapide que... Le grand problème, ce que je regrette toujours, c'est de ne pas l'avoir forcé, voir ce qu'il donnait à 100 pieds en supersonique, voire un peu plus. Et je suis sûr mais j'en connais qui ont dû le faire. Merci beaucoup. De rien. Et puis à bientôt. Et on se donne rendez-vous donc pour d'autres interviews assez originales, comme ça, pleines de vécu, pour deux types d'aéronefs. Allez, fly safe.